Ils étaient 50. Hommes, femmes, enfants, et quelques chèvres entêtées, rassemblées dans la cour poussiéreuse d'un vieil entrepôt à Gadé, la ville des départs sans retour. Là, Sédou retrouva Gando, un Nigérien à la voix douce, mais aux yeux d'un homme qui a vu trop de tombes sans pierre. Gando n'était pas qu'un simple guide. Autrefois, il rêvait d'étudier en Europe. Il parlait un français impeccable, mieux que le préfet du village lui-même. Mais le désert l'avait trahi, et maintenant, il se faisait appeler le repenti. C'était lui qui souffla à Sédou. Le désert ne pardonne pas. Il te prend d'abord ta peau, ensuite ta dignité. Mais si tu écoutes, peut-être qu'il t'épargnera l'âme. Le 4x4 arriva, chargé comme un âne de marché, avec des jerrycans d'eau, des bidons d'essence et des cris. Tout le monde fut entassé, serré comme des haricots dans une marmite sans sauce. Et ainsi débuta la route des cendres. Le Sahara, frère, ce n'est pas un désert, c'est un cimetière sans croix. Dès le deuxième jour, les hallucinations commencèrent. Le sable chauffait les semelles comme si la terre voulait parler par le feu. Un jeune garçon du Togo cria qu'il voyait sa mère marcher sur l'eau. Une autre fille, du Mali, riait aux éclats parce qu'elle croyait que les dunes étaient des gâteaux. Mais ce n'étaient que des mirages, ces démons faits de lumière et de désespoir. La nuit, ils s'arrêtaient dans des trous de silence, là où même les scorpions avaient peur de dormir. Gando distribuait l'eau comme un prêtre donne la bénédiction, une goutte pour le courage, une goutte pour l'espoir. Sédou, lui, s'occupait d'une femme fragile à la voix cassée, Mounira. Mounira venait de Boaké, en Côte d'Ivoire. Elle était enceinte de 6 mois, et chaque nuit, elle parlait à son ventre comme on parle à un passager clandestin. Elle disait, « On va traverser, mon bébé. Tu verras les bateaux. Tu verras les lumières. » Mais elle ne savait pas que son mari, lui, avait fui 2 jours avant, emportant l'argent, les papiers et le reste de sa dignité. Sédou, malgré sa jeunesse, se sentit comme un vieux baobab devant elle. Il la protégea des regards sales, il l'aida à grimper sur les camions, il partagea son eau et ses prières. Une nuit, elle lui dit, « Tu es jeune, mais tu as l'âme d'un vieux griot. Quand je te regarde, je n'ai plus peur. » Le 6e jour, alors que le soleil mâchait les têtes et que les moteurs ronronnaient comme des bêtes malades, des tirs éclatèrent. Des bandits sortis du néant, armés jusqu'aux dents, le visage caché par des turbans noirs. Le 4x4 freina. Panique, cris. Certains sautèrent, d'autres prièrent, un garçon tenta de fuir et il fut abattu sur place. Le sable buvait le sang sans poser de questions. Gando fut battu. Les femmes fouillées. Les téléphones, les bracelets, les colliers d'Aluna, tout fut arraché. Sédou se fit frapper pour avoir défendu Mounira. Il goûta la poussière avec les dents cassées. Finalement, les bandits prirent ce qu'ils voulaient et laissèrent le reste, des corps, des larmes, des silences. Mais ils n'étaient plus 50. Ils étaient 38. Arrivés à Séba, en Libye, on leur promit du repos, du travail, de l'eau. Mais au lieu de cela, on les enferma dans une sorte de hangar en tôle ondulée, fermé par des chaînes et gardé par des hommes en treillis. Et là, ils rencontrèrent le colonel. Le colonel, que dire? Un monstre poli. Toujours propre, toujours souriant. Mais son regard brillait d'un plaisir étrange quand il parlait de douleur. Ici, vous êtes chez moi. Appelez vos familles. Si elles paient, vous partez. Sinon, vous restez. Et vous pourrissez. Les téléphones passaient de main en main. Certains criaient à leur mère de vendre le champ. D'autres suppliaient des cousins qu'ils n'avaient pas vus depuis 10 ans. Sédou, lui, n'appela personne. Il n'avait plus rien à donner, sauf des poèmes qu'on ne lit pas dans les prisons. Gando fut torturé. Pas pour l'argent. Juste pour punir. Mounira, elle, s'évanouissait souvent, son ventre devenant de plus en plus tendu, comme une calebasse oubliée au soleil. Les jours passèrent, ou peut-être les semaines. Difficile de savoir. Le soleil n'entrait pas dans la cage, et l'espoir avait perdu la voix. Mais dans ce néant, Sédou écrivit. Avec du charbon. Avec son sang parfois. Sur les murs, sur les planches, il racontait leur voyage. Il inventait des chansons pour faire rire Mounira. Il donnait à ceux qui pleuraient une histoire à retenir. Un soir, il regarda Mounira et dit « Je ne peux pas te promettre l'Italie. Mais je te promets que si je sors d'ici, toi et ton enfant sortirez avec moi. Je ne suis pas ton mari, mais je suis ton frère de douleur. » Et Mounira sourit, pour la première fois, depuis que le sable avait remplacé le sol sous ses pieds. Un soir, le colonel, enivré d'arrogance, laissa la porte entr'ouverte en quittant. Pas beaucoup.
Juste assez pour un rêve de plus. Gando, encore boitant, murmura à Sédou. On peut fuir. Pas tous, mais quelques-uns. Cette nuit. Sois prêt. Et alors que le ciel se remplissait d'étoiles comme les yeux des griots, une évasion se préparait. Mais ça, mon frère, c'est une autre page. Pour l'instant, retiens ceci. La mer n'est pas le pire. Le désert, lui, prend ton humanité, grain par grain. Et pourtant, certains y deviennent plus vivants que jamais. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Danokora n'était pas sur les cartes. Même Google s'y perdait. Mais c'était là que la poussière chantait à chaque pas, là que les enfants couraient après les chèvres en slip et que les femmes portaient l'eau avec une grâce qui ferait pleurer un mannequin de Paris. Mais cette année-là, le soleil avait oublié la pitié. Les champs étaient devenus des nattes brûlées, les greniers sonnaient creux comme les promesses des politiciens. Et au fond du village, sous un manguier stérile, vivait Sédou. Sédou, c'était ce genre de garçon qui regarde les étoiles et croit qu'elles lui parlent. Il écrivait des poèmes au dos des sacs de riz, et il rêvait d'Italie comme on rêve de pluie au Sahel, avec espoir, avec obsession, avec douleur. Ses amis jouaient au dé, lui, il écrivait des lettres à des pays qu'il n'avait jamais vus. Mais le vrai cœur de Sédou, c'était Aluna, sa petite sœur. Elle ne parlait plus depuis le jour où leur mère avait été tuée par des hommes sans visage, des hommes qu'on appelait les gens du Nord, ceux qui viennent avec les calaches et les versets mal interprétés. Depuis, elle communiquait avec les yeux. Et ces yeux-là, et mon frère, ils portaient plus de silence qu'un cimetière au clair de lune. Dans la cour familiale, il y avait aussi Mamadou Bamba, l'oncle, ancien militaire. Gros ventre, regard froid, cœur cabossé. Il disait souvent, le monde appartient aux braves, pas aux rêveurs. Il avait des cicatrices partout, même sur la langue. Lui, il ne croyait plus à l'Afrique. Pas celle du village en tout cas. Il avait troqué les cartouches contre les contacts WhatsApp des passeurs. C'était lui qui avait soufflé à Sédou, si tu veux manger autre chose que du mil sec, traverse. C'est tout. Mais il ne disait pas que lui, Mamadou, il avait vu des garçons comme Sédou pleurer sous les coups, boire leur urine dans le désert et finir en photo sans visage sur les murs des consulats. Un jeudi, jour du grand marché, Sédou vendit le dernier troupeau de son père, 6 chèvres maigres et une vache borgne nommée Kadi. Les voisins ont dit, voilà donc le garçon qui vend ses racines pour aller se noyer. Mais dans les yeux de Sédou, c'était une semence. Il plantait son avenir ailleurs. Il reçut 800 000 francs CFA, qu'il cacha dans une chaussette trouée, comme le font les vrais aventuriers. Mamadou, lui, se contenta de dire « La mer ne coûte pas cher. Ce qui coûte, c'est d'en revenir. » Le soir du départ, il y avait du thau plus chaud que d'habitude et un petit morceau de poulet, parce qu'Aluna avait échangé son pagne préféré contre une cuisse. Le repas se déroula dans le silence, sauf les criquets qui, eux, ne respectent rien. Puis, Aluna se leva, s'approcha et sortit de sa poche un collier en corde tressée, orné d'un coquillage gris. Elle le noua autour du cou de Sédou. Pas un mot. Juste ses yeux qui disaient « Tu vas partir, mais tu resteras ». Ce collier-là venait de leur mère. Une griotte disait autrefois que c'était un talisman contre la noyade, mais les griots exagèrent toujours un peu, n'est-ce pas? Quand tout le monde dormait, le vieux Téné arriva. Il marchait comme une ombre qui a mal aux genoux. On disait qu'il avait vu les premiers chars coloniaux et qu'il avait parlé au vent du désert. Il s'assit, sans invitation, sous l'arbre. Il fixa Sédou. Longtemps. Puis il parla. Sa voix ressemblait à une radio cassée, mais chaque mot vibrait. Tu veux traverser la mer? Elle ne rend pas tous ses fils. Elle garde ceux qui partent sans dire adieu à la terre. Tu n'es pas fait pour fuir, Sédou. Tu es fait pour raconter. Pour rester. Mais va, puisque ton cœur a déjà pris le bateau. Il laissa une poignée de sable dans la main de Sédou et s'en alla, sans autre mot. Plus tard, on dirait qu'il était mort depuis 2 jours, mais bon, les vieux du village ont parfois des pouvoirs que les villes ont oubliés. À minuit, Sédou enfila ses sandales trouées, le collier d'Aluna au cou, le sable du vieux Téné dans la poche et la chaussette pleine d'argent collée au ventre. Il n'embrassa personne. Il ne pleura pas. Mais derrière la case, Aluna le regardait partir, les larmes coulant sur des joues qui n'avaient plus connu la parole. Elle avait dessiné un oiseau sur le mur avec du charbon, un oiseau qui vole au-dessus de l'eau, mais dont l'ombre coule. La route l'attendait. Avec ses bandits, ses mirages, ses scorpions et ses gardiens d'esclaves.
Mais Sédou ne savait qu'une chose, le village ne l'avait jamais nourri comme ses rêves l'avaient fait. Et quelque part, la mère respirait déjà, car elle sentait l'approche d'un autre fils. Et la mère? Ah, la mère ne rend jamais tous ses fils. La nuit était tombée sur la côte libyenne, enveloppant le ciel d'un voile sombre. Une lune rouge, comme un œil de feu, surveillait les âmes prêtes à défier l'océan. Les anciens disaient que cette lune annonçait des épreuves, que la mer, jalouse de la terre, réclamait son tribut. Sédou, Mounira et une cinquantaine d'autres âmes montèrent à bord d'une barque de fortune. Le bois craquait sous leurs poings, les clous semblaient prier pour tenir bon. Le moteur, un vieux ronronneur fatigué, toussa avant de se mettre en marche. Les cœurs battaient à l'unisson, entre espoir et peur, tandis que la barque s'éloignait de la terre ferme, glissant sur les eaux noires comme l'encre des anciens griots. Au milieu de l'immensité, le moteur s'arrêta brusquement. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le clapotis des vagues et les soupirs des passagers. L'eau commença à s'infiltrer, d'abord timidement, puis avec insistance. Les seaux passaient de main en main, mais la mer semblait vouloir les engloutir. Les prières s'élevaient, en différentes langues, mais avec une même ferveur. Certains chantaient, d'autres pleuraient, et quelques-uns, perdus dans leurs pensées, murmuraient des souvenirs d'enfance. Mounira, courbée, les mains sur son ventre, sentit les premières contractions. Sédou, sans expérience, mais guidé par l'instinct, l'aida du mieux qu'il put. Au milieu des cris, des vagues et du désespoir, un bébé vit le jour. Un petit garçon, symbole d'espoir, de résilience et de la vie qui persiste même dans les ténèbres. Les passagers, malgré la situation, applaudirent faiblement, certains avec des larmes aux yeux. Un nouveau-né, une promesse, un futur. Une vague plus grande que les autres frappa la barque, la faisant tanguer dangereusement. Les cris fusèrent, les mains s'accrochèrent, mais la mer, insatiable, renversa l'embarcation. Dans l'eau glacée, les corps luttaient, les voix s'éteignaient et les espoirs sombraient. Sédou, le bébé contre lui, nageait avec détermination, cherchant une planche, un morceau de bois, quelque chose pour les maintenir à flot. Ses forces diminuaient, mais son esprit restait fort. Il pensa à sa sœur Aluna, à leur village, au comte de Téné. Il murmura une dernière prière, puis, dans un ultime effort, plaça le bébé sur une planche flottante avant de disparaître sous les vagues. Le soleil se leva, éclairant une mer calme, comme si rien ne s'était passé. Des débris flottaient, témoins silencieux de la tragédie. Un navire de secours repéra le bébé, pleurant faiblement, mais vivant. Il fut recueilli, enveloppé et bercé. Sédou, lui, devint une légende, une étoile dans le ciel, un conte que les griots raconteraient, pour rappeler que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut briller. Sous un ciel d'azur, la barque de fortune accoste enfin sur les rives de Lampedusa. Mounira, épuisée mais déterminée, serre contre elle le bébé de Sédou. Les autorités italiennes, habituées à ces arrivées, les dirigent vers le centre de premier secours et d'accueil de l'île. Le centre, souvent surchargé, offre un abri temporaire aux nouveaux arrivants. Mounira, consciente des défis à venir, décide de présenter l'enfant comme le sien, espérant ainsi faciliter leur intégration. Transférée sur le continent, Mounira est accueillie dans un camp d'accueil en Italie. Les conditions sont rudimentaires, mais elle trouve du réconfort auprès d'autres migrants partageant des histoires similaires. C'est là qu'elle rencontre Aïcha, une assistante sociale sénégalaise. Aïcha, avec son sourire chaleureux et sa compréhension des réalités africaines, devient un pilier pour Mounira. Elle l'aide à naviguer dans le labyrinthe administratif, à accéder aux soins médicaux et à envisager un avenir pour elle et l'enfant. Chaque soir, Mounira écrit dans un journal, relatant son périple, les épreuves traversées et surtout, le sacrifice de Sédou. Elle décrit comment ce jeune homme, qu'elle connaissait à peine, a donné sa vie pour sauver celle de son enfant. Le garçon qui a offert son dernier souffle, écrit-elle, espérant que son histoire inspire et sensibilise le monde à la réalité des migrants. Un jour, une photo est prise, le bébé de Sédou, dans les bras d'un bénévole, souriant malgré les circonstances. Cette image, partagée sur les réseaux sociaux, devient virale. Elle symbolise l'espoir, la résilience et l'humanité au milieu de la crise migratoire. Les médias s'emparent de l'histoire, et le récit de Mounira est diffusé à grande échelle. Le monde découvre le courage de Sédou, la détermination de Mounira et la réalité des migrants africains en quête d'un avenir meilleur. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Le soleil était au zénith, implacable.
À Djamana, les jours se répètent avec la lenteur d'un tam-tam sans batteur. La sécheresse a durci la terre, mais le cœur du village bat encore entre rires d'enfants poussiéreux et les chansons nostalgiques des femmes au puits. Ce jour-là, un homme inconnu, porteur d'une moto fatiguée et d'un sac de jute, s'arrêta devant la concession des Diabatés. Il appela d'une voix grave. « On m'a dit de donner ceci à Aluna. » Aluna sortit. 17 ans maintenant, toujours muette, mais le regard aussi profond qu'un puits ancien. Elle tendit les mains. Le sac contenait 3 choses. Oh, un petit journal en cuir, aux pages froissées. Oh, le collier de Sédou, celui contre la noyade qu'elle lui avait donné au dernier repas. Oh, et une lettre, soigneusement pliée, attachée d'un fil de coton rouge. Aluna trembla. Elle reconnut l'écriture fine, penchée, nerveuse de son frère. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle s'assit sur le vieux tabouret de leur mère et caressa le collier comme s'il était vivant. Ce soir-là, les femmes préparèrent le taux en silence. Les hommes parlèrent bas. Le vent lui-même semblait marcher sur la pointe des pieds. Aluna remit la lettre à Téné, le vieux griot au dos courbé et à la barbe blanche comme le lait du matin. Téné, respecté comme la dernière racine d'un baobab coupé, ouvrit le papier. Il sourit doucement, leva les yeux au ciel et dit simplement « Asseyez-vous, enfant. Laissez-moi vous raconter ce que la mère a entendu. » Le feu crépitait. Les étoiles, comme les yeux de tous ceux qui n'étaient jamais revenus, scintillaient fort ce soir-là. Téné lut, mais sa voix était celle de Sédou, revenant du fond des eaux. « À toi, Aluna, ma racine muette, mon souffle resté au village. Je ne sais pas si je reverrai la poussière de nos chemins. Le désert m'a brûlé les pieds, la Libye m'a mordu l'âme, et l'eau m'attend. Elle ne parle pas, mais je crois qu'elle connaît déjà mon nom. Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué à revenir, mais pas à aimer. J'ai porté un enfant qui n'était pas mien, et je l'ai aimé comme on aime un avenir. J'ai fermé les yeux dans le sel et le silence, mais je suis libre. Toi, vis. Dis-le à Téné. Dis-le aux enfants. Que leur jeunesse ne parte pas en barque, mais en semence. Que leur destin soit un champ, pas une tombe. Je t'ai laissé mon collier. Il ne protège pas d'une noyade, non. Mais il rappelle qu'on peut toujours remonter à la surface. Ton frère, Sédou. Fil de poussière, rêveur d'océan. Le village, tout entier, se tut. Même les criquets semblaient écouter le silence. Et puis, dans une douceur qui fendit l'air comme une machette dans un fruit mûr, Aluna se leva. Elle marcha vers le centre du cercle, là où les enfants s'asseyaient. Ses lèvres tremblaient. Et dans une voix tremblante, comme un ruisseau au premier jour des pluies, elle dit « Il n'est pas mort. Il est là. Il est en nous. » Un frisson parcourut l'assemblée. Une femme pleura. Un vieillard tapa 2 fois des mains. Aluna parlait. Après des années de silence, après des saisons sans mots, elle parlait. Et elle raconta. Chaque mot de Sédou. Chaque pas du voyage. Chaque cri étouffé. Chaque souffle donné. Le lendemain, le vieux Téné, armé de sa kora et de sa mémoire, fit le tour du village. Puis des villages voisins. Il raconta l'histoire. Non comme une tragédie, mais comme une semence. Il s'appelait Sédou. Il est allé loin, mais il n'est pas perdu. Il est devenu légende. Les enfants écoutaient. Certains dessinèrent des bateaux sur le sable. D'autres mirent un collier autour d'une pierre et l'appelèrent protection. Les plus âgés réfléchirent. Et bientôt, une école fut construite à Djamana. Avec les dons venus d'ailleurs, après que l'histoire eut touché des cœurs sur les réseaux sociaux. Sur un mur, en lettres peintes à la main, on pouvait lire « L'avenir ne se traverse pas en barque. Il se construit, pas à pas, comme une chanson. » Chers interlocuteurs, nous voici à la fin de notre histoire, qui nous enseigne la lutte pour la dignité et l'impact du voyage sur l'âme. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.